Bonjour à tous. Un très grand merci d'être présents, si nombreux ce soir, pour cette rencontre autour de l'œuvre de Eugène Leroy. Un grand merci au Musée d'Art Moderne, à Fabrice Ergotte, son directeur, à Julia Garimore, commissaire de l'exposition Eugène Leroy, et à Annabelle Constant, responsable du service culturel, ainsi qu'à toute son équipe. On a souvent dit d'Eugène Leroy qu'il est un artiste pour artistes. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour une conversation autour de son œuvre, avec 5 peintres de générations et de styles, si j'ose dire, qui sont tous très différents et qui entretenaient chacun des relations assez singulières, finalement, avec l'œuvre d'Eugène Leroy. Pour commencer, quelques mots sur Eugène Leroy, même si probablement vous connaissez déjà tout ça. Son œuvre est restée longtemps assez confidentielle. Elle a été révélée au grand public ici même en 1988 dans les espaces de l'Arc où il est exposé aujourd'hui. Leroy naît en 1910 à Tourcoing. C'est un artiste qui a travaillé toute sa vie dans le nord de la France en menant une vie d'enseignant de grec et de latin en parallèle de sa peinture, cela jusqu'en 1961. Sa première exposition à Lille date de 1937. À Paris, il expose pour la première fois en 1943. Il expose à plusieurs reprises au Salon de Mai. C'est la galerie Claude Bernard qui expose son œuvre en 1961, ce qui permet à Georg Baselitz de découvrir son œuvre. Il en sera un ardent défenseur, ainsi qu'à Michael Werner, le galeriste allemand, qui a contribué largement à faire connaître son travail sur la scène internationale. C'est d'ailleurs aux États-Unis que Jan Hut, alors directeur du Musée des Beaux-Arts de Gand, découvre son œuvre et l'invite à la Documenta en 1992. Par l'accrochage de l'exposition, par son accrochage qui est à la fois thématique et chronologique, l'exposition fait ressortir un certain nombre de ses obsessions. L'omniprésence des maîtres anciens dans sa peinture. Leroy est aussi un grand lecteur de Virgile, de Montaigne, de Rabelais, de Shakespeare, Rimbaud, Proust. L'exposition montre aussi le caractère totalement unique de son œuvre dans le monde des années 50 aux années 90, sa constance aussi. Et elle montre surtout la présence de la peinture au-delà des sujets et au-delà des images. Si nous sommes aujourd'hui si nombreux autour de la table, c'est parce que la conversation s'est nouée ainsi entre les uns et les autres. Alors vous verrez des images qui défilent derrière nous. On ne va pas s'attarder dessus, mais elles seront comme une présence, voilà, pour que vous ayez une idée des œuvres des uns et des autres. Merci Thomas et merci Victor pour les images. Donc quelques mots sur chacun d'entre vous. Pour commencer, Nina Childress. On vous a connu membre du groupe punk Lucrète Milk dans les années 80. On vous a connu membre des frères Ripoulin, Sister Ripoulin, dans les années 90. Et depuis, vous peignez seul, sans relâche, avec des accents pop et à travers des détournements d'images de la culture de masse. Notre conversation autour d'Eugène Leroy a commencé à propos de l'évocation que vous faites de son œuvre dans un texte publié dans le catalogue de Anita Molinero, de l'autre côté de ces murs. C'était à la fois une comparaison un peu osée et en même temps qui est d'une certaine manière sautée aux yeux. D'une conversation à l'autre, Sylvie Fanchon, nous avons parlé aussi de l'œuvre d'Eugène Leroy pour vos œuvres qui sont aussi inspirées de la culture populaire, pour lesquelles vous puisez dans la culture populaire. Vous avez très tôt fait le choix de la bichromie et de la planéité. Vos peintures ne sont ni vraiment abstraites, ni vraiment figuratives, souvent pleines d'humour, mais aussi d'une extrême rigueur. Philippe Cognier, on a souvent l'impression que vos images se fondent dans vos peintures à l'encaustique. On en connaît les surfaces très lisses, à la différence de celles de Eugène Leroy. Je crois que la découverte de son œuvre dans votre première galerie a eu une certaine influence sur le chemin de votre peinture. Oui, c'était en 1984. Ça marche, non ? Oui, il faut parler près. Ouais, ça y est, ça marche mieux.
Oui, c'est en 1984. J'arrive à la galerie c'est Gillespie Lage Salomon à l'époque. Et Gabriel Salomon me demande de déplacer un tableau. Je regarde, c'est un Eugène Leroy. Et au moment où je l'ai saisi, je me suis dit, waouh, c'est très lourd ce tableau. Et il a fallu que je fasse un effort pour le déplacer de quelques mètres. Et plus tard, quelques années plus tard, à l'occasion, bien sûr, j'ai regardé ce travail, et à l'occasion d'une exposition à l'École des Beaux-Arts de Nantes, c'est, je crois, Patrick Reynaud qui était directeur, et Zacharopoulos avait fait une exposition où il avait invité Eugène Leroy, il m'avait invité, c'était une toute petite expo, mais il confrontait ces deux matières très différentes, ces deux sujets très différents. Et puis, c'est vrai qu'il y a une réflexion qui m'a un jour peut-être forcé à aller plus encore vers l'encaustique. C'est quelqu'un me disait, parce que je travaillais aussi à l'huile dans une matière épaisse, tout en travaillant sur le lisse, quelqu'un m'a dit, mais ça fait penser un peu à Eugène Leroy, et ça m'a un petit peu vexé. J'ai dit, bon, puisque c'est comme ça, je travaillerai sur le lisse. Voilà. Donc revenons autour de cette table. Jean-Luc Blanc, vous avez aussi, je crois, croisé Eugène Leroy dans son atelier même, on y reviendra tout à l'heure. Vous travaillez à partir d'une grande archive d'images dont vous vous appropriez des motifs en les isolant, en les retravaillant et en les chargeant d'une forme d'ambiguïté et d'étrangeté. Enfin, Thomas Lévillane, vous avez aussi rencontré Eugène Leroy à l'occasion du tournage d'un film que Hector Aubalque réalisait sur lui. Vous étiez l'assistant d'Hector Aubalque. On vous a connu d'abord pour vos petits tableaux de scènes de fêtes, de dessins érotiques, plus tard de paysages tragiques contemporains. En 2014, vous avez organisé au Collège de France un colloque, La Fabrique de la peinture, qui réunissait un grand nombre d'artistes. Et vous pratiquez chaque dimanche des interviews de peintres sur votre chaîne Twitch. Pour en venir enfin de nouveau à Eugène Leroy, contrairement à ce que l'on imagine parfois, Eugène Leroy, on le sait, n'est pas ce qu'on appelle ces artistes maudits, il n'est pas l'un de ces singuliers de l'art. Il a même vécu extrêmement entouré, largement collectionné dans le nord de la France, comme le montre d'ailleurs une exposition au musée des Beaux-Arts de Tourcoing, le MUBA Eugène Leroy. Il a vécu entouré d'amis artistes, Eugène de Daigne, de marchands, de collectionneurs, de femmes aussi, comme le montre l'exposition, la première salle, Valentine, sa première femme, et Marina, son dernier amour. Jean-Luc Blanc, vous avez été dans l'atelier d'Eugène Leroy, vous avez été témoin d'un de ces moments de partage et d'accueil d'autres artistes, comme on en voit dans le film d'Alain Fléchère, dans l'exposition. Oui, il m'est donné une fois pour une exposition autour de Carolus Durand de me trouver à Nîmes, et j'ai rencontré un ami qui était voisin, Olivier Gradzinski de Eugène Leroy, et qui ne se figurait pas du tout qu'Eugène Leroy était une figure aussi importante. Il me l'a présenté, il m'a dit tiens, je vais te présenter mon voisin. Et puis quand même, j'ai dit mais ah oui, mais c'est quelqu'un de très... Il n'avait pas du tout l'idée. Donc ils avaient une complicité, et de la part de cet ami, il ne figurait pas du tout à quel point Eugène Leroy était illustre. Donc j'avais trouvé ça assez malicieux de la part d'Eugène Leroy, ou peut-être de la part de mon ami, de ne s'être pas aperçu, de ne pas connaître. C'était quelqu'un qui était un peu déconnecté du milieu, on va dire, et qui avait une recherche assez particulière, et qui est devenu comme une ombre d'Eugène Leroy, puisque j'avais d'abord visité l'atelier, et puis après je m'étais trouvé devant les peintures, et on va dire la niche d'Eugène Leroy. C'était juste une traversée un peu complètement comme un flash pour moi, parce que si j'avais su que j'avais été préparé à aller chez Eugène Leroy, j'avais déjà vu des expositions. Sa peinture m'avait énormément ému à plein de titres. On y reviendra peut-être plus tard, parce que dans les années 80, où j'ai découvert, avant de rentrer dans son atelier, son œuvre, je n'en avais vu que des représentations photographiques, et le fait d'avoir vu peut-être à une biennale à Lyon, me semble-t-il, peut-être 91, je ne sais plus trop, et j'avais vu ce travail qui existait pleinement et qui m'interrogeait à bien des égards, alors que peut-être à l'époque c'était tout récent, mon appartenance à la pratique de la peinture.
Donc oui, c'était un effet surprise que le voisin de mon ami était Eugène. Pour terminer ce petit tour d'horizon, Thomas, quand vous êtes allé chez Eugène Leroy, tout jeune, je crois que vous aviez 19 ans, qu'est-ce que sa peinture représentait pour vous? Et plus largement, qu'est-ce que la peinture d'Eugène Leroy, selon vous, représente pour la jeune génération? Alors pour moi, j'étais un jeune assistant qui commençait à peine à être assistant, et donc Hector Obalk m'a traîné chez Eugène Leroy et je ne connaissais pas du tout. Et je dois dire que j'étais déjà aux Beaux-Arts de Paris, et c'était un moment aux Beaux-Arts de Paris où c'était compliqué de faire de la peinture, notamment figurative. Et d'un coup, j'avais la preuve que c'était possible, puisque j'avais devant moi un peintre qui peignait de manière figurative et qui avait tenu le coup jusqu'à 90 ans. Donc c'était un sacré modèle. Avec le fait est que c'était assez étrange aussi parce que il était seul, c'est-à-dire qu'il était à la fin de sa vie, il était très seul quand même. C'était un engagement d'une vie de très grande âpreté, de très grande solitude finalement. Donc c'était voilà, je m'attendais. Enfin, c'était assez drôle de commencer à vouloir être peintre et de se retrouver devant une âpreté et quand même un espèce de courage comme ça qui était immense, quoi. Et après, je pense que pour beaucoup de gens de ma génération et de la génération d'après, ça a été quelqu'un d'important, puisque c'est aussi une figure de quelqu'un qui, pour moi, joue le grand jeu, c'est-à-dire le jeu de la peinture, et qui n'hésite pas à se confronter à Titien, à Giorgione, c'est-à-dire à jouer ce jeu où d'un coup l'histoire de l'art lui fait pas peur, mais va l'utiliser, quoi. On va s'attaquer à ça de manière directe, en espérant, avec humilité, se confronter à être dans la même intensité. Voilà. Et ça, je pense que c'est important aujourd'hui. Ce qui est assez drôle, c'est que de ma génération, donc on va dire des années 2000 aux Beaux-Arts, on n'avait pas trop le droit de citer des peintres anciens ou autre chose comme ça. Et aujourd'hui, il y a une jeune génération, dont celle que tu exposes, Anaëlle, à l'espace Ricard, qui sont des trentenaires et qui n'ont aucun problème à citer Giotto et des choses comme ça. Donc c'est assez joyeux de se dire qu'il suffit d'attendre, quoi. L'une des forces vous êtes tous des peintres figuratifs, l'une des forces, enfin, presque, justement, l'une des forces d'Eugène Leroy, l'une des forces de cette peinture, c'est d'avoir très tôt réglé la question d'un choix entre l'abstraction et la figuration, ou plutôt d'être absolument figuratif et absolument abstrait, comme le dit Éric de Chassey. Au fond, c'est quelque chose qui est très contemporain et qui résonne, Sylvie, avec un choix que vous avez fait aussi assez tôt, même si évidemment vos formes sont extrêmement différentes de celles d'Eugène Leroy. Est-ce que effectivement cette question semble aujourd'hui quelque chose d'important? Tout à fait, en fait, parce que comment dire, ce que je trouve intéressant chez Eugène Leroy et qui se retrouve aujourd'hui, c'est le fait que je pensais à cette phrase de Ad Reinhardt qui dit que sa peinture n'est ni ceci, ni cela, et que on ne peut pas vraiment le qualifier avec des mots. Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, quand on regarde Eugène Leroy, on regarde de la peinture et on ne regarde pas une figure. En tout cas, moi, je ne regarde pas une figure, je ne la cherche même pas. Je n'ai même pas envie de la voir. Si je la vois, c'est très bien. Et si je la vois pas, je suis très contente de ce que je regarde, ça m'intéresse beaucoup. En fait, pour moi, la question de la figure ou d'abstraction ne s'est jamais posée depuis le début. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours pris le tableau pour ce qu'il est, une surface. Mais c'est pas parce que c'est une surface que on ne peut pas y représenter des choses. Voilà. Ce que j'aime chez Eugène Leroy, c'est qu'il n'utilise aucun des subterfuges de la peinture, des séductions que la peinture permet. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de perspective. Pour moi, il n'y a pas de figure, ou s'il y a une figure, elle est complètement prise dans la masse. Et donc, c'est quelque chose qui me touche pas mal, ça, parce que je trouve qu'il est sans concession. Il fore un truc, il cherche quelque chose, et en même temps, il ne cède en rien
à toutes les facilités que souvent la peinture permet. Il n'y a pas d'image non plus. Bon, alors c'était bien avant, mais voilà. Donc pour mon travail, c'est peut-être un parallèle, même si c'est très lointain. Je ne vais pas me comparer à Eugène Leroy. Non, mais voilà, je pense que la question n'est pas du tout que ce soit figuratif ou abstrait. En tout cas, pour moi, ça n'a aucune importance et je ne le qualifierais ni de l'un ni de l'autre. Vous parliez de cette question des surfaces. Fabrice Ergotte écrit dans le catalogue de l'exposition que la peinture de Leroy, ce ne sont pas des surfaces, mais des espaces. Est-ce que, Nina, c'est quelque chose qui résonne à votre esprit? C'est cette idée que la construction du tableau ça résonne avec l'idée que cette construction du tableau vient de la peinture même. Ce qui est certain, c'est que Eugène Leroy, c'est la matière. Donc, comment dire, c'est vraiment ce qu'on voit. On voit de la matière, de la matière, de la matière, quoi. Au bout d'un moment, dans cette exposition où il y a beaucoup de tableaux, on a l'impression qu'on devient une palette, quoi, et tac, tac, quoi. Bon. L'espace, je sais pas, moi je le perçois plutôt cette peinture comme vous savez, ces livres The Magic Eye, où ce sont ces phénomènes, ça s'appelle les autostéréogrammes, ce sont des images où, à force de les regarder, au bout d'un moment, on a quelque chose en relief qui arrive. Et donc, ce sont des peintures un peu magiques pour moi. Mais c'est surtout avant l'espace, vraiment la matière, quoi. Et presque le cliché matière qui est la chose à laquelle les peintres doivent se coltiner. Voilà, j'ai reparcouru vite fait Toyen et je voyais qu'elle mettait des petits granulés à des moments. Enfin voilà, et puis il y a des morceaux de matière. Enfin, c'est ça, quoi. Moi surtout qui me frappe et qui m'intéresse chez lui, c'est comment est-ce qu'on peut passer sa vie à être autant dans la matière, quoi. Voilà. Dans cette manière qu'a Eugène Leroy d'être à la fois totalement une chose et totalement une autre, il est totalement la matière, mais il y a aussi cette instabilité des images, cette manière qu'il a de nous donner des images à voir qui, aussitôt qu'on les perçoit, s'échappent, s'envolent. Et je me disais qu'il y avait quelque chose peut-être d'assez cinématographique là-dedans. Il a d'ailleurs beaucoup parlé de cinéma, il a beaucoup parlé de La Talente de Jean Vigo, de l'Opéra de 4 sous, de Pabst. Est-ce que, Jean-Luc Blanc, vous voyez quelque chose de cinématographique dans sa peinture aussi? Il y a aussi quelque chose de fantomatique et donc qui résonnerait avec le cinéma. Alors, on a évoqué le rapport que pouvait entretenir Eugène Leroy avec le cinéma. Non, je vois aucune relation, mais en me plaçant dans le contexte d'avant le numérique, j'ai des souvenirs de ces projections, peut-être le premier rang des cinéphiles, et avoir eu dans des ciné-clubs des copies très endommagées et légèrement anamorphosées. Et puis Pabst, puisque moi je découvre, tu m'as dit qu'il avait un faible pour Pabst, j'en ai déduit que peut-être le rapport qu'on pourrait évoquer avec Eugène Leroy, ça serait que Pabst avait un faible pour le gros plan. Et le gros plan en contre-plongée avec une pellicule altérée, je me suis dit que peut-être ça avait dû travailler inconsciemment la faculté qui ensuite, dans sa volonté de nous donner à voir du réel à travers le prisme de quelque chose qui est complètement enveloppé. Et nous avions également je vais peut-être m'échapper du cinéma 2 minutes, mais c'est un peu le même rapport qu'on a au cinéma avec le gros plan. Il y a cet épisode bien connu de La nausée de Jean-Paul Sartre, et c'est en revoyant l'exposition hier que j'y ai pensé. Il y a Roquentin qui, après, épluchant toute la bibliothèque et qui veut avoir
Elle a Pécuchet et son compère un savoir encyclopédique. Il fait une pause pour s'aérer le cerveau et là, il se retrouve devant la racine d'un marronnier. Et à ce moment-là, après avoir digéré d'une façon un peu idiote et encyclopédique tout ce savoir, il va s'interroger qu'est-ce qu'il a en face de lui. Bon, j'imagine que Sartre et Heidegger, ils ont beaucoup questionné cette question de qu'est-ce qui se présente sous les yeux et qui est le grand questionnement de l'existence qui précéderait l'essence, et j'ai jamais tout bien compris ça, mais je me suis dit que peut-être Eugène Leroy, il y a beaucoup d'expériences sur le visuel et sur le visible, parce que le personnage s'attarde et va voir d'abord un organe, va voir presque palpiter certaines choses, et le façon de se débarrasser du signifiant de l'objet que l'on observe attentivement, et presque d'une façon un petit peu addictive, toutes sortes de choses arrivent à la vision. Et aussi bien chez Sartre, mais chez Eugène Leroy, il me semble que devant ces tableaux, il y a cette expérience de se perdre jusqu'à ce qu'on se regarde tellement dans un miroir que le visage se défait, on n'est plus qu'une myriade de particules qui nous définit en tant que couleur, et comme ça, bon, peut-être que c'est une expérience qui s'adresse précisément à des gens qui ont un adage schizoïde particulier ou apte à développer ce caractère de disparition par l'avènement de la chose, de la bête qui nous concerne de l'autre côté de la surface. Mais je crois qu'il va, devant le réel, justement s'interroger et nous faire passer aussi de l'autre côté de la vision, à savoir qu'il y a des forces obscures qui règnent derrière l'apparence des choses. Et alors je ne sais pas si le cinéma se rejoint, mais le cinéma est vraiment de ça, parce que la lumière vient de derrière, elle rebondit avant nous, et puis il suffit qu'on ait un peu en contre-plongée sur une copie un peu altérée, et on peut retrouver toutes ces expériences de dénaturisation par rapport à quelque chose qu'on nous donne à voir identifiable et qui en montre tout son contraire ou son envers. C'est exactement dans ce sens-là que je voulais aller, Sylvie. Vous allez me dire, non. C'est exactement, oui, dans ce sens-là que je voulais aller. Ce rapport de la lumière dans un sens et dans l'autre pouvant faire écho, là aussi, bien qu'indirectement, à l'usage que Leroy fait du contre-jour. Il en parle énormément. Cette manière d'envelopper ces modèles de lumière d'un côté et de l'autre. Est-ce que Thomas, vous voulez... Oui, le contre-jour, je trouve que c'est un très bon thème pour Leroy. Quand on voit les vidéos dans son atelier, il y a des jeux de miroirs, il y a deux entrées de fenêtres. Enfin, il y a un truc où la lumière est pas stable et pas classique, on va dire. Et puis, c'est même en photo, on voit bien en carte postale, ça marche pas très bien, quoi. On voit bien que c'est pas une image, qu'un Leroy, c'est pas une image. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la forme n'est pas forcément là, alors que si on commence à se dire que c'est, pour moi, que c'est un contre-jour, c'est-à-dire une grosse masse noire très éclairée par derrière, et d'un coup on ressent cette chose très simple, et c'est un peu ce que tu disais sur la stéréoscopie, c'est-à-dire que d'un coup on se laisse prendre par l'ombre et on creuse, on cherche dans l'ombre, l'œil s'habitue à cette ombre-là, et d'un coup les formes se dessinent, quoi. Et c'est pour ça que je pense que c'est quand même un peintre figuratif, parce que ce qu'il cherche là-dedans, c'est quelque chose de l'ordre de la lumière, c'est-à-dire de vraiment une qualité de lumière, et il a quand même besoin d'avoir un support, c'est-à-dire que la lumière comme ça, il n'y a pas de forme, quoi. Donc on a besoin d'avoir un ricochet pour... Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les sujets qu'il utilise, qui sont des sujets très classiques et assez bêtes, le nu, la marine, le paysage, enfin voilà, c'est des sujets très banals. Et par contre, il arrive à avoir une qualité de lumière qui est franchement moderne et propre à lui, à mon avis, avec ce truc encore plus bizarre qui est que, on va dire que dans la peinture classique, c'est un cliché de peinture que d'avoir des ombres très légères et des lumières en pâte. Donc on pense à Rubens ou des Titiens ou des choses comme ça. Alors que chez Leroy, finalement, dès que c'est de la lumière, dès que c'est des teintes un peu du blanc ou des choses comme ça, il y a moins de pâte. C'est comme s'il creusait dans l'ombre était plus incarnée, quoi, que la lumière même, quoi. Et donc il y a un effet comme ça que je trouve qui est impressionnant. Ce rapport à l'ombre qui donne à la fois la sensation en effet de creuser la matière et de
faire émerger des formes de la matière même. Voilà, alors en plus ça demande beaucoup d'efforts. Alors ça c'est vrai que ça demande de l'effort aux spectateurs parce qu'on a l'habitude en tant que spectateur. Aujourd'hui, en plus nous il faut quand même se dire qu'il est né en 1910, donc d'un coup il a tout le siècle de l'image derrière lui et c'est vraiment la chose qu'il a balayé, quoi. Il l'a pas pris en compte. C'est très impressionnant. Je pense. J'étais très étonné de voir que Nicolas de Staël avait 3 ans de plus que lui, était 3 ans plus jeune que lui, quoi. Parce que d'un coup on voit ce que ça pourrait être un peintre abstrait figuratif, un peu qui fait de l'image, quoi. Là, au contraire, on est vraiment dans un truc. C'est vraiment une rigueur et un courage très fort, quoi. Et donc, dans le fait de ne pas donner l'image comme ça, de ne pas être séduisant tout de suite, il y a aussi cette chose qui demande quand même beaucoup d'efforts aux spectateurs. Donc, c'est vrai que d'un coup, activer à chaque fois le tableau, c'est quand même. Il est exigeant avec le spectateur, je trouve. Voilà. Dans ces tableaux, Nina parlait de la matière de ces toiles. Évidemment, elle est évidente, omniprésente. Il y a cette dimension de relief. On tourne autour des tableaux, on les regarde et la lumière s'accroche aussi sur cette matière. Philippe, vous me disiez que vous considériez ces tableaux au fond comme des retables. Oui, je trouve que là... Ce ne sont jamais vraiment des très grands tableaux. Si on compare ça au tableau de Baselitz, les artistes, on est là devant des tableaux qui sont non, ça marche plus. Voilà. Non, là, ça marche plus aussi. Oui, voilà, ça y est, c'est bon. Ça y est. Oui, ce ne sont jamais des très grands tableaux et ça m'a surpris. Enfin, ça m'a surpris parce que dans ce XXe siècle, on avait une tendance à avoir des tableaux exagérément grands. Et là, chez lui, c'est toujours dans une mesure quelque part. Mais peut-être ça nous oblige à regarder les choses autrement avec puis comme il y a toute cette épaisseur, il y a toute cette richesse colorée, il y a toute cette matière particulière, ça nous oblige à avoir un regard, on va dire, plus intimiste peut-être, un petit peu comme on regarde un retable, à rentrer vraiment dans l'objet lui-même. Et moi, je trouve justement qu'on ne peut plus parler presque de tableau, mais plus que d'objet pictural, quelque chose qui fait corps. Et c'est ça qui m'a assez rapidement fasciné dans ce travail. Comme on le disait plusieurs fois, cette capacité de voir une image précise, de s'attarder pour essayer d'y découvrir quelque chose, mais de jamais vraiment cerner la forme. Et au bout du compte, de voir que c'est plutôt le tableau qui nous happe, qui nous attire et qui nous pose cette question. Moi je suis là, je suis un corps et je suis devant toi. C'est ce rapport, ce dialogue qui m'a toujours peut-être fasciné. Je n'ai pas vraiment trouvé encore la réponse, même après l'exposition encore vue récemment. Et si on tire ce rapport à la lumière et ce rapport à l'objet, il a beaucoup voyagé, il a été en Russie, il a beaucoup regardé les icônes d'Andrei Roublev. Oui. C'est encore une proximité à son œuvre. Je pense que l'artiste était tellement investi dans son propre travail que l'œuvre devenait sa propre personne. Il y avait, on l'a dit, une sorte de miroir, comme ça, c'était un objet qui était évidemment, tous les peintres peut-être le font, mais chez lui, c'est une évidence encore plus forte, peut-être. Je voudrais que nous en venions maintenant à la question des sujets dans sa peinture, que l'exposition montre fort bien, que nous revenions à la présence des maîtres. On a commencé à l'évoquer, des maîtres anciens, mais des maîtres modernes aussi. Les maîtres anciens sont omniprésents, à commencer par Rembrandt, qu'il découvre à l'âge de 15 ans, dans ce petit catalogue qu'il dédicace à Marina. Rembrandt qu'il va voir en vélo à Amsterdam, mais aussi Velázquez, Giorgione. Il y a dans l'exposition 5 versions du concert champêtre, 6 versions des Trois Grâces, je crois. Nina, est-ce que vous considérez que ce rapport au maître, cette manière de reprendre ces tableaux invariablement, inlassablement, c'est une manière d'évacuer ces sujets, peut-être de ne pas céder à l'air du temps, ou est-ce que c'est d'un autre ordre ? Je ne pourrais pas parler en son nom, bien sûr, je ne peux pas savoir. Moi, ce que je vois de l'extérieur, le sentiment que j'ai, c'est qu'il se positionne comme un grand maître de la peinture. Enfin, il a quand même
considération sur lui-même assez importante. Et aussi, quand on voit les sujets qu'il traite, les nus, les crucifixions, les natures mortes, voilà, c'est des sujets classiques. Bon, alors certes, pour moi qui aime bien rigoler, c'est pas vraiment... je trouve pas beaucoup d'humour dans son travail, je pense que c'est pas là la question du tout. On est dans une sorte de gravité, la peinture est une chose sérieuse, on est entre la misère, la souffrance, voilà. Mais néanmoins, je m'explique pas pourquoi j'aime sa peinture malgré tout. Et alors moi, je vois une sorte de provocation dans l'emploi exagéré de la matière, et je pense que c'est ça qui m'attire. Mais les sujets, bon, et la façon dont ils sont traités, c'est vrai que c'est tellement des archétypes que ça en devient... bon, on peut dire que c'est un prétexte à peindre, finalement. Et j'ai un peu, moi-même, fait ça à un moment quand je peignais des peintures floues. Je me suis dit, tiens, je vais faire que des sujets bateaux, des nus, des paysages. Je voulais évacuer la question du sujet. Donc, pour moi, en fait, c'est plutôt évacuer la question du sujet et les grandes figures se positionner ou essayer de se positionner avec les meilleurs, quoi. Dans une interview, il dit à quelqu'un, le sujet, c'est la trace du vécu. Comment vous percevez ça ? Ça veut dire qu'il peignait ses femmes, c'est ça ? Bah oui, non, mais forcément. Enfin, je pense que dans tout artiste, on peut voir des choses plus ou moins cachées par rapport au vécu. Mais moi, j'étais très frappée dans le film de voir cette scène où il fait poser sa compagne, la sœur de sa compagne et la mère, toutes les trois en brochette, en chaussettes, parce qu'il fait froid, on est dans le Nord. Il est là, il dessine. Enfin bon, c'est... voilà, on se dit c'est sa vie, puis après on va aller manger tous ensemble, et ils dessinent, et puis voilà. Enfin, bon, il y a quelque chose de très intime dans le vécu qui était montré dans ce film. Pour en revenir à la question des maîtres, la présence de l'art au fond autour de lui, il vit donc dans le nord de la France, entouré d'amateurs, de collectionneurs, de Pierre Langlois par exemple, qui est amateur d'objets Dogon. Et il parle de l'humanité de ces objets Dogon dont il essaye de s'approcher. Au fond, Thomas, on a l'impression que le roi a une sorte de conversation intime avec la peinture, avec l'histoire de l'art, dans un rapport critique aussi. Je pense que les objets Dogon, ce qui est un peu bizarre, parce que c'est quand même les objets Dogon à côté de l'île, chez lui, il y a quelque chose de l'ordre de la rusticité, c'est-à-dire quelque chose de vraiment de... Il cherche, encore une fois, ce grand jeu, c'est-à-dire il cherche quelque chose qui ne passerait pas... quand la scène que Nina a décrite dans la vidéo, moi c'est une scène que j'ai trouvée qui ressemblait presque à la grotte Chauvet. Ça m'avait pensé à la grotte Chauvet, c'est-à-dire on est au coin du feu et on dessine, quoi. Même si évidemment il fait poser les nus comme ça, mais donc il y a quelque chose de l'ordre de vraiment qu'est-ce qui est le plus important. Et moi je dois dire, alors je le résumerai très, très bêtement, hein, mais d'un coup quand on le résume c'est très bête, mais ce serait la phrase de Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, quoi. Et donc je l'imagine au milieu dans son petit espace avec ses petits moyens, parce qu'il avait l'air très humble quand même, avec ses petits sujets, c'est-à-dire le jardin, la vue de la fenêtre, ses femmes ou sa femme, et à essayer de justement faire l'épopée de la peinture, parce qu'il y croit très fort, je pense que même il croit en Dieu, et il s'enfonce comme ça dans faire des objets, faire des tableaux qui n'ont pas de rapport à l'image, qui n'ont pas de rapport à la photographie ou de choses comme ça, et c'est vraiment... je pense qu'il se décrivait un peu comme ça, c'est un pommier qui fait des pommes, quoi. Voilà, mais il le fait de manière la plus intense possible et jusqu'au bout. Voilà. Je pense que c'était très important pour lui la vieillesse, notamment. Enfin, ça c'est assez drôle parce qu'il était vieux très longtemps, puisqu'il est mort très vieux. Mais non, mais c'est un vrai. Mais c'est-à-dire que moi j'ai été étonné de voir que il était reconnu. Il a eu 40 ans de vieillesse, quoi. Donc c'est quand même c'est intéressant, quoi. Et donc je pense que il y a une espèce il y a une sauvagerie là-dedans, un côté carnaval aussi, un côté on retourne la table de la peinture et on trouve une autre formule. Et le carnaval c'est un très très bon moyen pour c'est un très très bon moyen pour mieux voir, le carnaval de la vision. Ça peut être l'alcoolisme, ça peut être amoureux, ça peut être en deuil. Il y a toujours une manière où comme ça le réel est plus intense.
Et après, sur le sujet du nu, il y a quand même je suis obligé de le dire, mais il y a quand même ce truc, c'est quand même un sujet assez intéressant parce que c'est qu'est-ce qui fait qu'un corps nu d'un coup va changer l'espace autour, quoi. C'est-à-dire que c'est pas non plus rien, c'est pas un arrosoir de voir quelqu'un de nu, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quand même le phénomène érotique et même le côté orgiaque de sa peinture. Je trouve qu'il est quand même le côté sexuel, il est vraiment là, quoi. C'est voire scatologique, ouais. Ouais, Nina. Ah ouais, non, tu me laisses le dire. C'est aussi, il a aussi, Eugène Leroy a aussi énormément parlé, donné d'interviews. Il a aussi écrit des lettres magnifiques dans lesquelles il parle de la peinture, dans lesquelles il parle de sa peinture, mais dans lesquelles il parle aussi beaucoup de grands peintres. Et il n'est pas tendre. Il est assez peu tendre avec Matisse, ici présent. Il lui reproche d'être un peu bon élève, il préfère Lautrec à Degas. Au fond, il y a une sorte de côté un peu brusque là-dedans aussi. Peut-être on continue, Thomas, sur ce sujet. Il a ses chouchous, quoi. Et donc, ses chouchous, il serait plus du côté de la couleur que du dessin. Donc, il serait plus du côté de la folie donc, il est plus du côté il est plus du côté de ceux qui se perdent que de ceux qui trouvent tout de suite très bien, quoi. Voilà. C'est un truc comme ça, un petit peu. Donc évidemment, c'est moins sage. Il est plus du côté de Picasso que Matisse, quoi. Voilà, ça c'est sûr. L'histoire de l'art pour lui, c'est donc aussi la modernité. Il va au Stedelijk voir les Mondrian. Il est fasciné par les bleus de Mondrian. Sa peinture peut aussi faire penser à Fautrier, éventuellement à Giacometti aussi. Au fond, on a l'impression qu'il est aussi un peintre moderne. En quoi, Sylvie, le voyez-vous au fond aussi comme un peintre moderne ? C'est un peintre moderne puisqu'il était de son temps, il a travaillé de son temps et qu'il ignorait rien de son temps, en fait. Donc en ça, je ne pense pas du tout que c'était un naïf ou un singulier. Mais simplement, je pense que quand même, il avait à cœur de développer quelque chose qui lui correspondait intérieurement. D'ailleurs, le rapport au temps qu'il a dans son travail, c'est très singulier, puisque ces tableaux, il les met des années à les faire. C'est quelque chose qui s'accumule, c'est une accumulation. Donc je pense qu'il se nourrit des peintres, il se nourrit d'histoire, de toute l'histoire, aussi bien classique que moderne, parce que je crois que sa grande passion, c'était ça, la peinture, et qu'il essayait, il a essayé toute sa vie de trouver sa propre façon de peindre. C'est pour ça qu'il refait à chaque fois des tableaux, un tableau après l'autre, les tableaux ensemble, qui vivaient dans son travail, parce qu'il avait besoin de ça probablement pour se sentir vivant. Mais ce n'est pas quelque chose qui est isolé. Je pense qu'il était tout à fait dans le monde, tout en vivant de façon singulière, seul dans son atelier. Voilà. C'est pas... Quand nous avons visité l'exposition ensemble, nous avons parlé de Giacometti et de, peut-être paradoxalement, cette manière commune qu'ils ont de revenir à l'os, de revenir à l'essentiel. Oui. Alors, par rapport à ça, je penserais plutôt à Cézanne, moi. Moi, il me fait plus penser à Cézanne qu'à Giacometti. Parce que Cézanne, il a quelque chose de rude, quoi, d'âpre. Je me souviens, quand j'étais très jeune, je me disais, mais comment est-ce que les gens peuvent aimer Cézanne, que j'aimais ? Mais j'arrivais pas à comprendre comment les autres voyaient quelque chose d'aimable chez Cézanne. Et je trouve que c'est quelque chose qui est un peu du même ordre chez Eugène Leroy. On est fasciné par sa matière, par ces paquets de matière qu'il met. En fait, c'est très beau, ces paquets de matière. Mais chez comme Cézanne, ce sont des gens qui reviennent toujours sur leur truc et qui tracent une voie qui est vraiment la leur, envers et contre tout, et sans céder en rien à ce qui se passe autour d'eux, bien qu'ils connaissent très très bien tout ce qui se passe autour d'eux. Mais ils ont vraiment une conviction personnelle très forte, quoi, chevillée au corps, et il faut qu'ils y aillent, ils recommencent, et
Ils ont besoin de ça pour vivre, en fait. C'est des peintres, quoi. Au fond, on a l'impression que y a, enfin, dans le film encore d'Alain Fléchère, Catherine Tieck, qui a représenté son travail, parle d'une attitude morale de Leroy avec la peinture. Je comprends très bien. Je préfère dire éthique parce que bon, c'est un peu voilà. Mais je sens quelqu'un, si tu veux, qui, quand je disais je ne sais pas s'il se le formulait, je ne suis pas dans sa tête, mais il n'utilisait pas. La peinture peut être très séductrice. Hein. La peinture, il y a des tas de façons de faire de la peinture qui sont extrêmement plaisantes, aimables. Et lui, il n'utilise rien de tout ça. Donc ça me fait penser qu'il avait une espèce d'éthique personnelle très forte ancrée et que c'est pour ça que je l'appelle l'obstiné éthique. Mais comme Cézanne, hein, c'est pas le seul, il y en a d'autres, où ils sont sévères, ils sont raides, ils sont rêches. Et c'est vrai que moi, quand je vois ça dans des œuvres, ça m'intéresse toujours beaucoup parce que je me dis, ok, lui, il a quelque chose de vraiment très fort, en tout cas, de quelque chose que les autres ne me disent pas. Voilà, c'est ça. Donc, au fond, on a presque l'impression que sa peinture est un système philosophique au moins autant qu'un système formel. Ah ben c'est un système mental, c'est sûr. C'est pas un système formel. Enfin, si, mais c'est ça la peinture, c'est-à-dire que c'est pour moi en tout cas totalement mental, mais ça passe à travers quelque chose qui est une forme, évidemment, qui est une forme dans un périmètre déterminé qui est le tableau. Et ce périmètre déterminé qui est le tableau permet de développer une pensée. S'il n'y a pas de pensée, je trouve que c'est pas très intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse moins. Et chez lui, je pense qu'il y a vraiment une pensée philosophique. C'est toujours difficile d'employer des grands mots, mais métaphysique, de vie, quoi, totale. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et on revient à cette idée qu'on évoquait au début de la conversation, qui est qu'au fond, le vrai sujet de la peinture de Eugène Leroy, c'est la peinture. Ça a été beaucoup dit, mais... oui, je dirais que ça a été dit de toutes les façons ici, ouais. C'est très intéressant. Mais c'est vrai que c'est avant tout un peintre qui, je pense... effectivement, ça a été dit aussi par les sujets les plus communs en peinture. Il les dépasse largement et il les prend parce que c'est juste le prétexte de se battre, d'exister. Lui, tous les jours, je pense qu'il se lève, il dit la seule chose qu'il a envie de faire, c'est se prouver qu'il existe à chaque instant. Il le prouve en peignant, en agissant, en se battant, en construisant ses murs. Hein, c'est quasiment de la maçonnerie presque, ou c'est du labour. Hein, on est presque... Et tant qu'il agit, il se dit « je suis vivant ». Je pense que c'est un petit peu ce que les peintres se disent parfois, c'est « je suis là, je suis encore là, je suis encore là ». Et c'est pour ça que je dirais que c'est assez douloureux et c'est à la fois jouissif, mais c'est entre les deux, parce qu'on est toujours dans ce va-et-vient. Et évidemment, il y a une sorte de déprime, parce qu'on se dit « non, je n'arrive pas à ». Et puis à un autre moment, on se dit « ouais, c'est chouette parce que je suis là, encore là, et demain ça recommencera, et ça veut dire que je vis encore ». Et je pense qu'il se disait ça, quelque part. Il cite Montaigne aussi dans une interview, Montaigne disant « c'est mon livre qui me fait ». Eugène Leroy, c'est sa peinture qui le fait. Je crois que les artistes ont cette chance d'être dans cette possibilité de se construire et de faire, et ainsi de suite, d'être dans ce dialogue permanent. Je voudrais maintenant que vous nous fassiez entrer, si tant est que ce soit possible, dans l'atelier d'Eugène Leroy, peintre que vous êtes. On a l'impression que Eugène Leroy est un artiste qui n'use pas de subterfuge. Est-ce que, Nina, vous percevez ça dans ces tableaux ? Ah ben c'est sûr qu'il n'utilise pas l'épiscope, etc. Hein, ça. Bon, c'est la peinture pure et dure, à l'huile, voilà.
Il y a des petits il y a un subterfuge, par exemple, c'est, je trouve, quand on voit un petit bout de toile blanche, alors c'est peut-être pas volontaire, mais là, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, on peut quand même trouver des... Alors après, j'ai aussi appris qu'il peignait en mettant des brosses un peu comme ça en éventail dans sa main. Donc ça, j'aurais bien aimé voir une scène où il peignait comme ça, mais c'est peut-être une forme de... Enfin, tous les peintres, ils ont leur truc. Hein. Il avait sûrement les siens. Il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Après, je sais pas. Moi, ce qui me trouble beaucoup, et là peut-être que Jean-Luc pourra en parler, c'est cette fait de repeindre sur les tableaux longtemps après, quand il les décolle, 10 ans après qu'il va refaire des choses. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je connais pas du tout et que j'ai du mal à comprendre, en fait. Jean-Luc. On dit, Jean-Luc, que vous repeignez les tableaux chez les collectionneurs. Il me semble que là, c'est peut-être par rapport je parlais de la Racine chez Sartre, et là, je parlerai des tropismes chez Nathalie Sarraute. C'est-à-dire qu'elle va se dire... pour décrire ce qui s'est passé dans une après-midi, ça aurait pu être d'une façon un peu moins formelle chez Virginia Woolf au début, mais comment décrire en répétant une scène, en la déplaçant, donc le lecteur par rapport à ça est comme flouté chez Eugène, parce que peut-être il y a le même tableau avec le vibrato du moment suspendu qui se répète et qui est... J'ai découvert, donc tu m'as dit qu'il s'intéresse à Proust, et donc je me suis dit, oui, c'est évident. Il revit l'événement, l'épiphanie du temps retrouvé, parce qu'il y a le tableau qui est posé, il y a la surenchère de vouloir le rendre palpable en le reproduisant une nouvelle fois. Et pourquoi j'ai ce rapport de la repeinte ? Eh bien, parce que j'aime voyager dans le temps, et que peut-être c'est une façon de me déplacer ou de créer une machine à remonter le temps en exécutant des gestes. Et il me semble que le premier geste qui est posé, la peinture, elle est là, le signe, il est bien plus ou moins identifiable, plus ou moins satisfaisant, et plus on le reproduit, on arrive à voir l'illusion du mouvement, c'est-à-dire parce qu'on place la même chose mais au-dessus, mais avec un léger décalé, qui fait que ce décalé pourrait induire qu'il y a un mouvement qui est en train de s'effectuer dont l'œil ne pourrait pas le percevoir. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. Je trouve que la peinture est plus riche quand on la surenchérit. Moi, en même temps, je la surenchéris d'une façon... alambiqué et disproportionné, parce que ça peut prendre 10 ans, mais c'est comme c'était hier. C'est aussi peut-être pour avoir cette saveur qu'on dit d'être celle de la Madeleine, ou du son de la cuillère sur une tasse de thé qui le ramène à un voyage en train, ou comme ça, et que j'ai l'impression que la peinture peut rejouer ça, parce que c'est le même motif, mais on n'est plus la même personne, et on singe un geste qui n'est plus le nôtre, qui a été répertorié par la surface enregistreuse du support, et sur laquelle on va surexposer d'autres visions, mais qui seraient toujours la même. Donc j'ai l'impression que l'intimité qu'on peut avoir dans ce sentiment de traverser le temps, on peut l'avoir chez Eugène Leroy, et c'est peut-être ce que je recherche accidentellement. Je ne suis pas définitif sur le jugement que je porte sur cette pratique de revenir sur les tableaux, mais je crois que je m'attache à ça. C'est comme relire un livre qu'on a déjà lu. C'est plus le même, il apparaît différemment, on n'en saisit pas le même sens, et peindre sur la toile qu'on a déjà faite, là c'est comme si on la revisitant étant un autre, parce que d'un jour sur l'autre, beaucoup d'événements, parce qu'on n'est pas sensible à la même chose, on pourrait passer à la toile suivante, mais j'ai l'impression que cette entropie de la vision qui se surajoute ajoute une qualité qui... Tu parlais d'image stéréographique, il y a presque aussi le souvenir, c'est une espèce d'hologramme sensuel qui nous accompagne et dont les mots n'arrivent pas à être contenus par cet hologramme de sensation. Et que la peinture, si on le réalimente comme ça, on arrive un peu à rentrer dans cette machine à remonter les temps.
Il parle à plusieurs reprises de la scène des pavés dans la cour de l'hôtel de Guermantes, qui est aussi D'accord. une machine à fabriquer des hologrammes. Ça, c'est donc Eugène Leroy. Oui. Ben, ça me semble complètement logique par rapport à ce que j'en déduis du ressenti que j'ai sur ces images. Il y a aussi forcément le souvenir, parce que le souvenir met longtemps à faire la netteté. Et les rêves qui travaillent sur les souvenirs et sur l'inconscient, déjà il faut se souvenir de ces rêves, mais les rêves travaillent essentiellement sur le souvenir du vécu de la journée. Donc c'est pour ça on double le rêve à partir du moment où on s'en souvient. Et que, à force et à mesure que de jouer avec ça, c'est peut-être de faire que le rêve et la réalité se mélangent dans un continuum harmonieux dont on ne connaîtrait pas l'origine, parce que peindre sur le même tableau, c'est nier l'existence d'une origine possible, ou de feindre, si on parlait de subterfuge, j'ai du mal à dire ce mot, mais le subterfuge, c'est surtout celui-ci, c'est de dire qu'il n'y a pas d'origine et qu'il n'y a qu'une continuation d'un souffle qui est d'avant nous et qui sera perpétué dans la pratique, mais par rapport aux émotions de ce qu'on communique par rapport aux œuvres que l'on produit chez d'autres qui vont avoir cette envie aussi d'essayer de communiquer avec cette machine infernale. Thomas ? Oui, c'était juste, ça m'intéressait l'idée qu'il n'y a pas d'origine, parce que quand on le voit dessiner ou quand on le devine un peu peindre, on a l'impression qu'il se laisse surprendre par ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que dans ses écrits, il parle beaucoup d'énergie ou d'harmonie, c'est-à-dire on sent qu'il cherche à équilibrer le tableau pour que ça marche d'un coup. Mais par contre, lui-même, en tant que producteur, il est d'abord spectateur, quoi. C'est-à-dire qu'il va d'abord, il va se juger, tout ça, mais il est très spectateur. Notamment quand il dessine, il ne regarde pas le papier. Et on le voit faire des gestes, mais il va pas checker le papier, quoi. Voilà. Donc il y a cette chose-là, et pour moi, il y a aussi quand même un truc où il fait pas quelque chose de culturel, il fait quelque chose, on va dire, il fait de l'art, quoi. Il y a vraiment sans filet, il y a pas de protection, il y a pas de, même si dans sa technique, il y a de la technique, c'est-à-dire il y a une manière de faire, il y a un protocole. J'aime beaucoup ce qu'il dit sur la toile blanche en disant qu'une toile blanche c'est parfait, et que donc il n'y a plus qu'à si on commence à peindre dessus, c'est la salir, et que finalement il pourrait laisser la toile blanche comme ça. Mais il y a quand même un truc où il abîme d'abord le tableau, ensuite il essaie de le retrouver, mais enfin il se met en catastrophe, quoi. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Sylvie, vous dites souvent que vous avez besoin du vide. Au fond, peindre sur ces tableaux, comme ça, c'est à la fois les remplir, mais c'est aussi les vider. Et le roi disait lui-même ces peintures se vidaient les unes les autres. Comment percevez-vous ça dans son œuvre ? Au fond, est-ce que c'est le vide ou est-ce que c'est le plein ? C'est un peu ce que je disais au début, c'est que c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux en même temps, en fait. C'est un peu une malice de répondre comme ça, mais c'est comme une falaise, c'est comme un mur, c'est comme quelque chose qu'on a devant et qui petit à petit s'éclaire. Donc c'est à la fois du vide et du plein. Et en même temps, il y a pas... Je pensais à sa composition, à la façon dont il a de construire le tableau. En fait, il le construit par couches, mais est-ce qu'il compose ces tableaux ? Je ne sais pas. J'arrivais pas à définir cette affaire. C'est-à-dire qu'en fait, la figure est souvent centrale. C'est la façon la plus simple de composer, ce qui me convient tout à fait. Il y a le centre et les bords. Et je me disais, il met sa figure au centre, il met sa forme au centre, et puis il balance de la peinture dessus aussi. Comment est-ce qu'il balance de la peinture ? Donc je crois que Nina parlait qu'il mettait ses pinceaux entre ses doigts. Oui, mais il y a aussi beaucoup de violence. C'est ça aussi qui... Et je me suis dit, mais peut-être il prend à la main et qu'il balance ses trucs dessus, et qu'en fait, comme il ne compose pas par plan, il n'y a pas de plan dans son... C'est quelque chose qu'on perçoit comme ça, même si
Il faut qu'on rentre à l'intérieur. Donc en ça, c'est vrai, c'est un espace, mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas de perspective. Donc je dis qu'il n'y a pas vraiment de composition. Donc c'est pour ça que je parle de falaise ou de surface. C'est quelque chose, et que ce n'est pas une surface, c'est un espace, mais c'est un espace plat. Est-ce que c'est possible de dire une bêtise pareille? Mais en tout cas, voilà, c'est la question que je me posais. Comment il construit son tableau? Il le construit comme ça. Il ne le construit pas avec une construction géométrique, je ne crois pas. Donc ça fait que, d'une certaine façon, on perçoit le tableau d'un coup. On perçoit l'ensemble du tableau d'un coup comme un mur, comme une falaise, je n'ai pas d'autre mot à dire, comme quelque chose de minéral, mais qui en même temps, c'est un ensemble. Après, une fois qu'on a vu l'ensemble, on peut, après, à l'intérieur, arriver et voir des éclats de ci, de là, voir une figure qui émerge, etc. Mais on perçoit toujours d'abord le tout. Et on perçoit d'abord la peinture, je trouve. On ne perçoit pas une histoire qui nous raconte ou quelque chose. En tout cas, de mon point de vue. Je ne dis pas que mon point de vue est le bon. Mais moi, je ne vois pas du tout... en fait, ce que je disais au début, je ne cherche pas du tout à voir cette fameuse figure ou ce fameux paysage. Je le vois, parce que maintenant, je connais bien. En fait, on connaît bien le travail. Mais quelquefois, j'ai envie... Et c'est pas parce que c'est Baselitch qui l'a trouvé. J'aimerais bien voir les tableaux d'Eugène Leroy à l'envers. Pour voir, ça m'intéresserait beaucoup de voir sa peinture sans voir la figure, d'une certaine façon. Voilà. Je dis des bêtises. C'est peut-être une bonne conclusion pour cette rencontre, de regarder la peinture d'Eugène Leroy à l'envers. C'est pour juste une apercevoir idée la que j'ai eue comme composition. ça. Ou de l'autre côté. Merci beaucoup.